Et oui, ça y est, Daredevil Born Again, c'est terminé, et aujourd'hui on va parler un petit peu de tout ce qu'il y a de différent entre Netflix et Disney. On va essayer d'établir une note globale de toutes les séries avec les 3 saisons chez Netflix et celles de chez Disney, et on va voir si l'embranchement entre les deux studios est réussi. Vous pouvez retrouver juste ici et aussi en description la playlist avec toutes les critiques des épisodes de Daredevil Born Again, et nous on est parti pour un petit peu parler de tout ça. 2015 arrivait sur Netflix la série Daredevil qui sortait un petit peu de nulle part, et moi personnellement j'ai découvert le personnage et tout l'univers autour grâce à cette série. J'ai tout de suite surkiffé, j'ai trouvé ça exceptionnellement bien fait, bien écrit, bien réalisé, bien joué, enfin bref, tout était top. En plus à l'époque on avait Bernard Gavet en doubleur de Matt Murdock. Ça, c'était exceptionnel, merci pour ça. Et je découvrais tout un univers, un pan un peu plus sombre du côté de Marvel que je ne connaissais pas du tout. Il faut dire que j'ai pris ma claque, hein, la saison 1 c'était quand même quelque chose. Ah oui, et avant toute chose, j'ai oublié de vous dire, mais cette vidéo risque de spoiler pas mal, donc si vous avez pas vu les séries, c'est pas le moment de regarder cette vidéo. Au début, on a toute cette intrigue autour du boulot de Karen qui semble spécial. Enfin, cette fille, on sent qu'elle est toute chamboulée, qu'elle a vraiment l'air de dire la vérité et tout. Au début, elle ment un peu à Matt parce qu'elle leur fait pas confiance à Matt et Foggy. Et après, Matt s'en rend compte et il trouve ça bizarre, il commence à mener l'enquête et tout. Et petit à petit, bah lui, il commence à jouer un peu de ses pouvoirs la nuit. On apprend à connaître les personnages. Le nom de fils qui est mentionné, genre qu'à l'épisode 3 ou 4, un truc du genre, pas dire de bêtises, mais c'est à peu près ça. Et on parle du patron, on parle du gars dont il faut pas prononcer le nom, quoi, parce que Fisk est dans l'ombre, absolument, au début, et personne le connaît. Donc on a Wesley, son homme de main, qui est génial, ce perso était trop cool, et voilà, c'est lui qui gère un petit peu tout ça. Matt et Foggy vont donc représenter Karen, et ils vont creuser petit à petit, et ça va naturellement les amener à découvrir qu'il y a quelqu'un qui manigance un peu tout le bordel qui se passe à Hell's Kitchen, parce que oui, au début, on parle énormément de... Enfin, en fait, chez Netflix, on était centré à Hell's Kitchen, ce qui n'est plus du tout le cas dans Born Again, parce qu'on parle de New York en général. Je suis même pas sûr que ça se passe encore là-bas, à part quand Matt va chez Josie, par exemple, mais sinon, on parle pas trop d'Hell's Kitchen dans Born Again. Enfin voilà, tout allait très vite. Voilà, dans la saison 1, tout était très linéaire, très fluide. On avait des combats très cool, des plans séquences génialissimes. Épisode 2, je crois, si je me rappelle bien de la saison 1, le plan séquence où il va sauver le petit gamin. Cette scène est exceptionnelle, elle est formidable, c'est une des meilleures scènes de combat que j'ai vues de ma vie. C'était très léché, très propre, carré, cascadeur à foison, pas d'effets spéciaux dans les combats et tout. Franchement, c'était top. Et on a du coup un dénouement final où Matt arrive à casser la gueule à Fisk dans une ruelle. Et il a enfin le costume rouge qu'on lui connaît à la fin. Et voilà, et cette saison 1 est vraiment super. Très honnêtement, moi, c'est une des séries que je peux regarder encore chaque année quasiment, tout en redécouvrant des choses, tout en penchant sur des phrases qu'ils disent ou d'autres, enfin voilà, je peux me concentrer sur des nouveaux éléments que j'avais pas forcément capté au début, et ça c'est un vrai bonheur. On a aussi Claire Deering, l'infirmière qui est génial, ce perso est top. Enfin bref, plein de choses de ce genre-là. Et on découvre la furie de Fisk et à quel point ça peut être un monstre. Quand il est dérangé par un des deux frères russes pendant un dîner avec Vanessa, ça va pas tellement lui plaire, il va le décapiter avec une porte de voiture. Voilà, les persos sont hyper bien caractérisés, on sait à qui on a affaire, et la série est vachement bien menée, il y a pas d'épisode de creux, il y a pas de moment où on se fait chier forcément, enfin genre vraiment, c'est très bien éclairé, la photo est super, enfin bref, voilà. Saison 1, au top, vraiment incroyable, on rentre dans l'univers très facilement, on s'attache très vite au perso aussi. Globalement, pour moi, cette saison 1, c'est un 8 sur 10 au global, voilà. Donc c'est une excellente note. Je me réserve le droit de mettre plus, par exemple, à une autre saison, parce que, voilà, mais 8, ça veut pas dire qu'il y a des trucs vraiment qui tâchent. C'est juste pour un peu équilibrer au global, mais c'est une excellente note. Et maintenant, on va parler un peu de la saison 2. La saison 2 de Daredevil est, pour le coup, très séparée en deux trames qui se rejoignent plus ou moins. On a toute l'intrigue autour de Frank qui va décimer des cartels, notamment d'Irlandais, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, les Irlandais au début. Du coup, Matt prend des clients qui étaient avec eux. Foggy va voir aussi les Dogs of Hell, donc c'est un gang de motards que Frank aussi décime. Enfin voilà, il n'y a plus la mafia japonaise, il n'y a plus les Irlandais, il n'y a plus les motards. Frank a foutu le bordel entre guillemets partout, et pour lui bah, c'est ce qui rend sa ville plus saine en gros, c'est ce qui protège les gens. Frank Castle, donc le Punisher, arrive et fait sa loi un peu dans les rues, et ça plaît pas du tout à Matt qui ne veut tuer personne, qui veut que la loi passe avant tout, et qui sera bien obligé de confronter Frank dans cette saison. Voilà, donc on a toute cette intrigue là qui est ma préférée pour le coup, de cette série tout entière de Netflix. Voilà, dès qu'il y a Frank, je me régale, j'adore ce personnage, c'est mon personnage préféré de toute la série en fait, je pense. J'adore Frank, j'adore sa sensibilité, j'adore sa rage intérieure, je me reconnais beaucoup en fait dans Frank, dans toute cette colère qui garde en lui là. Je suis assez sanguin aussi comme type, quand vraiment j'ai des coups de sang,
je peux me reconnaître un peu, et ça me touche profondément. Voilà, il a tout perdu ce gars, et il fait ce qu'il peut. En fait, il fait ce qu'il pense être le bien pour lui et pour les autres, et il est très sensible, très... c'est quelqu'un, tu sens, en fait, dans sa violence et sa méchanceté envers les autres, comment il parle aux gens et tout, tu sais que dans le fond, tout de suite, c'est quelqu'un qui veut juste le bien et qui est qui est au bout du rouleau. Une des premières scènes où on le voit, c'est quand il veut acheter une radio de la police, je crois, à un mec un peu bizarre qui a une croix gammée dans le cou, enfin bref. Et le mec achète ses trucs, et Franck repart du magasin, et le mec lui dit, t'es sûr que tu veux pas autre chose? J'ai du porno, celles-là elles sont à peine majeures et tout, je crois, il y a un truc comme ça. Et là Franck se pose son gobelet, il ferme la porte du magasin à clé, et là tu sais qu'il va se régaler, il va lui fumer sa grand-mère à cette grosse merde de vendeur là. Et là, tu sais déjà que ce perso, tu vas bien l'aimer. C'est l'extrémité d'un côté que tu assumes pas et que tu pourras jamais être, incarné en un personnage. Enfin bref, c'est... Voilà pourquoi j'aime ce perso, il est génial. Donc j'ai adoré Franck, j'ai adoré Karen, aussi très touché par l'histoire de Franck. J'ai adoré leur relation à tous les deux, voilà. Et de l'autre côté, dans cette saison 2, on a du coup tout le côté Electra, et du coup comme Matt se rapproche de Karen, il y a ce conflit aussi amoureux. On en apprend plus sur le passé de Matt, c'est ça qui est cool aussi dans cette saison 2. Mais tout le côté avec Electra, la main, les pouvoirs de vie éternelle et tout, ça m'a un peu moins plu, on va dire. C'est ce qui fait que malheureusement, malgré Franck, et d'ailleurs heureusement qu'il y a le côté Franck dans cette saison 2, parce que si c'était que centré sur le truc d'Electra, moi j'aurais mis une bien moins bonne note à cette saison. Enfin bref, le côté Electra se règle plus ou moins. Après il y aura aussi le truc avec les Defenders, mais ça on n'en parlera pas, hein. Les Defenders, bon, c'était extrêmement moyen, et ça allait dans un endroit qui était finalement un cul-de-sac, donc autant oublier ce passage. Et Franck aura lui après sa série à lui tout seul, avec une saison 1 géniale. La saison 2, je l'ai même pas fini tellement ça me représentait, enfin ça ne m'intéressait plus à ce moment-là. Enfin bref, la finalité de tout ça, c'est que la saison 2 était quand même vachement cool. Même le côté Electra que j'ai un peu moins aimé, mais c'est juste un peu moins quoi. J'ai quand même aimé les combats, toute l'intrigue et tout. Le perso est cool en plus. Le perso d'Electra est quand même sympa. Et puis on en apprend plus avec Stick et tout ça. Enfin bref, tout est un peu lié. C'était très sympa. Voilà, donc pour cette saison 2, j'ai décidé de la noter 7,5. Voilà. Donc 7,5, c'est un peu moins, vraiment, c'est un tout petit peu moins, hein, vraiment. J'adore la saison 2, mais j'ai un tout petit poil plus de mal à la regarder que la saison 1. Mais un tout petit peu au point qu'il y a que 0,5 de différence, quoi. Et ensuite vient la saison 3, donc on va en parler maintenant. La saison 3 de Daredevil Netflix était vraiment exceptionnelle, j'avais oublié à quel point. Je l'avais vu qu'une fois à l'époque de sa sortie, et là je l'ai revu avant que Daredevil Born Again ne sorte, et honnêtement, quelle claque cette saison 3, j'avais oublié à quel point elle était exceptionnelle. À part le tout petit bémol qui est que c'est tout de suite c'est la suite directe de Defenders, et que ceux qui n'ont pas vu Defenders comprendront pas trop les 2 premiers épisodes à peu près, parce qu'on nous parle que Matt a pris un immeuble sur la tête, ce qu'on ne voit jamais dans Daredevil, mais ce qui arrive du coup dans Defenders. À la fin, Matt se réveille dans un lit, dans un sous-sol d'une église, où il dit Electra, elle est où Electra? Alors que depuis la saison 2, elle est censée être morte, mais elle a été ressuscitée dans Defenders. Enfin, on s'en fout, c'est chiant, mais voilà, c'est le petit bémol vraiment de la saison. Mais ce que j'ai trouvé exceptionnel dans cette saison 3, c'est que tout simplement, en fait, Matt étant très croyant, ce qui est absolument absent de Born Again, c'est un peu dommage, mais Matt est très croyant de base, et la première scène où on l'entend d'ailleurs dans la saison 1, c'est quand il se confesse avec le père, je ne sais plus son nom, ce petit père là que j'aime beaucoup aussi, qui se fait tuer dans la saison 3 par Bullseye. Matt est très croyant, et cette saison 3 remet en question sa foi, et c'est hyper intéressant. Il se remet beaucoup en question, c'est là où il perd foi justement en la religion, en aussi la justice, en l'humanité, il croit plus en lui. Enfin, c'est aussi cette saison où Matt se sépare définitivement, entre guillemets, de ses amis les plus proches, à savoir Karen et Foggy, parce que c'est trop dangereux pour eux par rapport à ce qu'ils souhaitent faire. Et ce qu'ils souhaitent faire, c'est embrasser complètement son côté sombre, et il se demande toute cette saison 3 si il s'autoriserait le droit de tuer ou non, parce qu'à chaque fois qu'il refuse de tuer, ça lui retombe dessus, et il en peut plus en fait, il est au bout de tout ce qu'il peut offrir de non létal, et ça le travaille énormément. Est-ce qu'il passe de l'autre côté pour enfin se débarrasser du mal, à savoir mal incarné qui est Fisk, encore une fois, qui revient, qui manipule le FBI, qui le met dans sa poche, alors qu'il est censé être en prison. Très très intéressant. On a aussi l'apparition de Bullseye, donc sous les traits de Ben Poindexter, ancien agent du FBI que Fisk a réussi à pisser dans le crâne pour le faire devenir son allié. Très très intéressant. Et donc il se déguise en Daredevil pour foutre la merde et pour faire des meurtres sous couverture, et pour l'accuser lui, bien entendu. C'est aussi le retour du coup de Matt avec le bandeau noir et le costume noir avec les cordes
qui est exceptionnel. Voilà, on adore ce costume. Et donc voilà, ça se finit en grosse baston dans l'appartement de luxe de Fisk, où Poindexter perce sa colonne vertébrale d'ailleurs. Et Matt est le plus enragé possible, il hurle à la mort. Il veut tuer ce mec, en fait, il le veut, mais il enlève son masque devant Fisk, il lui dit « Regarde-moi » et tout. Enfin, cette scène est incroyable. Cette série, cette saison est incroyable. C'est pour le coup ma préférée. C'est pour ça qu'elle mérite sa note de 9 sur 10 pour moi, parce que vraiment le rythme est bon, les acteurs sont bons, la montée de l'intrigue et le dénouement, et tout est très très lourd. On a énormément de choses qui nous font dire que c'est la meilleure série, en fait, la meilleure saison, et toute la série est génialissime en fait, et ça fait très plaisir. Du coup, pour résumer, on a la première saison de Daredevil de Netflix qui est à 8 sur 10, la deuxième à 7,5 pour moi, et la troisième à 9. Et donc, si vous avez vu la dernière critique de l'épisode final de Daredevil Born Again, vous savez que j'ai mis la note de 7 au global pour la saison 1, ce qui est une très bonne note. Maintenant, parlons un petit peu de la cohérence et des connexions qui se sont faites, si ça a été assez fluide ou non, si ça n'a pas été trop forcé au pied de biche ou quoi, ou au chausse-pied, enfin bref, est-ce que les deux s'emboîtent bien ? On va voir ça. Là, ça va être très personnel, ça va vraiment être de l'ordre du ressenti, mais globalement, l'ambiance générale que proposaient les saisons chez Netflix était assez homogène. On savait que c'était à peu près géré par les mêmes équipes ou par les mêmes idées, les mêmes envies globales, et qu'il n'y avait aucune restriction de faire partie d'un univers partagé, de devoir rendre des comptes à qui que ce soit, pas de problème de droit, eux qui vont chez eux qui vont chez machin. En fait, il n'y a pas du tout ça du côté de chez Netflix, et c'était assez cool et homogène du coup, et très agréable. Il y avait quelques petits clins d'œil par-ci par-là à des événements passés du côté du MCU sans être vraiment connectés. À l'époque, c'était pas canon. Du coup, on a la bataille de New York qui revient quelques fois, on a des premières pages de journaux où on voit vraiment le New York détruit avec les serpents géants de Avengers 1, mais officiellement pas de connexion, donc on ne mentionne pas du tout un seul des personnages du MCU. Ensuite, avec les rachats de la Fox, etc., on a eu la passation de chez Fox jusqu'à chez Disney, puisque tout le monde maintenant fait partie de la même famille, ce qui aurait pu être profitable pour Born Again, puisqu'ils auraient pu amener d'autres personnages de d'autres licences. Manque à gagner, pour le coup, on mentionne un homme araignée une fois, c'est tout, c'est Fisk qui dit ça dans les premiers épisodes, mais pas de Spider-Man à New York alors que c'est sa ville. Un peu bizarre. On a un petit épisode un peu hors série, limite au milieu de la série, qui se passe dans la banque, où on a le père de Kamala Khan, donc Miss Marvel, mais sans la voir elle non plus. Mais voilà, ça sème des petites graines de connexion entre les personnages, et de toute façon, on avait vu notre cher Matt Murdock dans No Way Home et dans She-Hulk, bien sûr, et dans Echo. Il y avait aussi ce passage dans Echo de sa part, mais que je n'ai pas vu, donc voilà. Qu'il faudrait que je regarde au moins pour savoir ce que Fisk fait. Je sais que c'est là qu'on apprend qu'il sera potentiellement le maire de New York, évidemment, et je sais qu'il y a 2-3 petits fights un peu cool de Daredevil dans Echo, mais je n'en sais pas plus. La photographie aussi était très soignée chez Netflix, on avait vraiment cette patte de série d'auteur, limite, quoi. Franchement très marquée, très impactante, limite Hell's Kitchen c'était un personnage à part, quoi. Et dans Born Again, on a essayé de faire un peu cette similitude, mais c'est un peu pauvre, on a que quelques plans de la ville par-ci par-là, entre guillemets en rustine, en raccord, pour faire des liaisons, quoi, pour nous rappeler qu'on est bien à New York, mais la photo est un peu moins léchée, la mise en scène saute un peu moins aux yeux que ce qu'on pouvait avoir, moins prononcé disons, un peu plus globalement lisse comme un peu ce qu'ils ont fait avec les autres séries. On sent que l'ambiance générale en a un peu perdu, on se rapproche un peu plus d'une atmosphère comme celle des autres séries Disney Marvel plutôt que celle qui se conforme vraiment à Netflix. C'est pas dérangeant, on essaye de s'y approcher sans vraiment la toucher du doigt, quoi, mais ça fait l'effort de faire des connexions quand même, notamment grâce aux réalisateurs du premier, du 8e et du 9e épisode qui sont les reshoots principaux qui ont amené à ce que la série soit pas un désastre, donc c'est dans ces épisodes-là que ça s'en est le mieux sorti, je trouve. Mais globalement, la connexion est quand même, il y a quand même un effort pour que les deux soient pas complètement, qu'on ressente pas que ça soit deux séries complètement différentes non plus. Born Again, c'est effectivement une autre série, ça se voit dans le ton quand même global, ça se voit dans les ambiances, dans les intrigues, qui sont très auto-centrés, vraiment il y a que ça quoi. Toute la planète, on a l'impression que toute la planète c'est New York et qui parle que de Fisk tout le temps. C'est un peu moins vivant, un peu moins organique que ce que pouvait être Netflix, entre guillemets. On va un peu moins exploiter d'autres endroits, on est c'est quasiment un huis clos au final, parce qu'on n'a pas beaucoup d'environnements différents. C'est vraiment limite un huis clos sur 9 épisodes, ça en perd un peu en ambiance. Mais pour autant, j'ai mis quand même une note qui est de 7 sur 10, ce qui en fait une excellente note quand même, et du coup, j'ai eu un peu peur au début que ça soit pas au niveau. Effectivement, on retrouve pas exactement cette même ambiance, mais c'est quand même mon personnage que j'ai kiffé, c'est quand même mon Fisk que j'ai adoré aussi. Frank, c'est le même, enfin, honnêtement, pour les défendre un peu, je pense qu'ils ont fait de leur mieux, et que, avec toutes les restrictions qu'ils ont dû avoir, le fait qu'ils ont dû sûrement négocier pour que ça soit interdit au moins
de 17 ou 18 ans, je sais plus. Enfin bref, il faut un contrôle parental, il y a des scènes extrêmement gore, bien plus que chez Netflix d'ailleurs. Est-ce qu'elles étaient forcément nécessaires? Je pense pas, je pense que c'était vraiment juste un truc de kiffeur de gore, un peu pour que les plus grands attachés à la série Netflix soient en mode let's go, c'est ça qu'on veut, tu vois. Dont je fais partie d'ailleurs. Et voilà, par moment c'était un peu... En fait, on a une moyenne qui était là chez Netflix, qui était très constante, avec une ambiance homogène et tout. En fait, Born Again gravite un peu autour de ça. Donc des fois c'est trop peu, des fois c'est trop en termes d'ambiance et de niveau global. Par moment, tu vois, comme ça oscille comme ça. Par moment, on est aligné. Et puis d'autres, par moment, non. C'est très compliqué à expliquer, j'ai du mal à mettre des mots sur ça. Mais honnêtement, voilà, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous comprenez ce que je raconte ou pas, et votre avis global, surtout votre ressenti. Ce serait cool d'échanger là-dessus. Enfin voilà, petite vidéo pour un peu parler de tout ça, ça me tenait à cœur. Et donc voilà, j'ai adoré Born Again, c'était très cool. Il y a quand même des épisodes qui font tâche. Faut le dire, certains sont excellents, d'autres sont vraiment pas dingues, contrairement à chez Netflix où il n'y avait pas d'épisodes vraiment décevants comme ça, quoi. Tout s'enchaînait très très bien. Là, on a l'impression que parfois il se passe ça dans cet épisode-là et on n'en reparle plus. Parfois, là maintenant, c'est ça qui va se passer. Enfin, typiquement Muse aurait jamais été traité comme ça chez Netflix, par exemple. J'en suis certain. Il aurait été traité comme on a traité Frank, comme on a traité Electra. On l'étend sur toute une saison et on profite de développer à fond le perso. Là, on connaît rien de Muse, quoi. Vraiment, ça, c'était un échec pour moi. Le reste arrive quand même à faire monter la série à 7. Les persos, c'est les persos d'avant, quoi. Ils ont évolué, ils ont leur vie qui ont un peu changé. Certains sont toujours coincés dans le passé, certains doivent revenir pour des situations, voilà, qui méritent qu'ils soient là. Enfin, et on n'a pas lâché l'affaire, on n'essaye pas de soft reboot en scred en dégageant ce qui a été fait avant. Et pour le coup, ça c'est respectable et je pense que c'est important de le dire et c'est important de le souligner. Donc voilà, ils ont vraiment fait l'effort pour que la continuité soit quand même un minimum respectée tout en racontant d'autres choses qu'ils avaient envie de raconter. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire après l'avoir mis dans Born Again, quoi. Est-ce qu'il apparaîtra dans Secret Wars, dans l'Avengers 6? Ce serait sympa, ce serait cool, parce que je pense pas le voir dans Doomsday, ça m'étonnerait. Est-ce qu'on le reverra dans d'autres films, dans d'autres séries, qu'il apparaîtra? Ce serait cool qu'il soit bien traité, contrairement à dans She-Hulk, n'est-ce pas? Donc voilà. Globalement, c'était un petit peu une vidéo pour vous parler de mon ressenti global. Je sais pas si ça a été très clair, honnêtement. Je pense que c'était un peu le bordel. Mais voilà, je pense avoir dit ce que j'avais à dire là-dessus. En tout cas, je suis très curieux, vous, si vous tombez sur cette vidéo et que vous avez regardé toutes ces petites saisons-là, ça serait cool d'avoir votre avis à vous et de savoir ce que vous pensez de la connexion entre Netflix et Disney. Est-ce que ça a été bien fait selon vous? Est-ce que ça a dénaturé un peu la série et les personnages? Ou est-ce que pour vous, carrément, vous y avez vu que du feu parce que c'était très bien amené, etc. Enfin bref, plein de possibilités. Et j'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires, donc n'hésitez surtout pas à me faire part de tout ça. Et sur ce, je pense que on va pas reparler de Daredevil d'ici un bon moment. Donc c'est aussi l'occasion pour vous de me raconter tout ce que vous avez à dire sur tout ça dans les coms. Et voilà, donc on n'a plus qu'à attendre une bonne année pour avoir la saison 2 de Daredevil, avec le gros climax qu'ils nous ont lâché en fin de saison de Born Again. Va falloir qu'on soit patient, et puis en attendant, voilà, on essaiera de se concentrer sur d'autres choses. Moi, pour la suite, je vais continuer de vous faire des petites vidéos, j'espère trouver des sujets intéressants et pouvoir en parler. Voilà, j'essaierai de vous faire des contenus un peu écrits, un peu travaillés, un peu montés, entre guillemets, parce que là c'est du spontané, je dis juste un avis, un ressenti, donc c'est pas ce qu'il y a de plus vidéoludiquement parlant, travaillé, on va dire. C'est des vidéos qui sont assez rapides à faire, j'exprime un ressenti. Voilà, donc j'essaierai de vous faire des vidéos montées, écrites, travaillées, recherchées, etc. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, et puis pourquoi pas à vous abonner à cette chaîne, si vous aimez un petit peu tous ces petits contenus, et puis moi je vous dis à la prochaine tout le monde, ciao!